Bonjour, je m'appelle Stéphanie Galula et j'habite ici à Bruxelles. Voilà. Pourriez-vous revenir sur les points essentiels de votre intervention suite au débat sur les biens culturels? Quel est ce postulat de départ qui est erroné selon vous? Et selon moi, le seul problème déjà de base, c'est de partir du principe qu'on est en train de restituer quelque chose à quelqu'un en oubliant qu'en fait, on n'est pas propriétaire de cette chose. Il y a l'un des intervenants, le directeur du musée, qui disait lors de son intervention, voilà, on a offert certains biens à certains membres de pays africains. Déjà, dans le seul fait de dire qu'on a offert, on ne peut pas offrir à quelqu'un quelque chose qui ne nous appartient pas. Le droit de propriété est un droit absolu qui ne se déroge pas ou qui s'abstente ou qui se détruit par le non-usage. Et là, en tant que tel, c'est d'une certaine violence que de dire qu'on a offert ça à des gens, partant du principe que ce droit-là, il leur a été retiré et ils ont été empêchés de pouvoir l'exercer dans leur pleine et entière prérogative. Donc, en partant du principe qu'on oublie l'originalité de cette propriété, on ne peut pas avancer d'égal à égal si on oublie que ce que l'on a maintenant, on l'a acquis par des moyens qui sont tout à fait litigieux, quoi. Alors, selon vous, quelle serait justement la nouvelle dialectique à poser justement par rapport à la restitution des biens culturels? La première dialectique à poser, c'est de reconnaître que ce que nous avons n'est pas à nous. Mais il se trouve que pour le moment, c'est nous qui en sommes en possession. Le travail qu'on va alors à ce moment-là essayer de faire, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre dans le dialogue et dans l'apaisement la restitution de ces biens-là. Et on est obligé de pouvoir agir en partant du principe que ce n'est pas à nous, mais on a l'obligation morale et intellectuelle de la restituer à ceux qui en sont propriétaires de droit, et de sorte à pouvoir avancer et apaiser. Parce que ce qu'on voit à travers ce problème-là, c'est très symptomatique de ce que l'on voit ici à travers de cet entendement culturel. C'est qu'on a plusieurs identités qui sont mises de manière dialectique ou de manière duale, alors qu'on n'a pas besoin de voir ça comme si c'est nous contre vous. C'est une mémoire collective et commune qu'on essaye de construire ici, mais pour que la construction soit normale et bienséante, il faut qu'on parte quand même du principe qu'il y avait une origine et qu'on ne peut pas la perdre de vue et faire comme si on ne savait pas et faire preuve, à mon avis, d'un certain égocentrisme ou d'un certain impérialisme en se disant on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, dernière question, justement, ces visions plurielles et parfois duelles entre la diaspora et les gens du continent africain, comment est-ce qu'on pourrait les inclure de manière beaucoup plus efficace dans ce discours que l'on pose aujourd'hui sur la restitution des biens culturels? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait vraiment essayer de l'introduire par rapport à ça, mais fin des fins, tout ce que l'on demande à tout un chacun, c'est de pouvoir parler librement, de mettre nos idées sur la table et d'accepter que personne ne sait mieux que l'autre ce dont il est question, et que fin des fins, la seule direction dans laquelle on peut essayer d'aller, c'est l'apaisement culturel. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas arriver à cet apaisement si on ne part pas du principe qu'il y a un ordre qui a été remis en question et qu'il faut le rétablir maintenant. Bonjour, je m'appelle Raïssam Bilo, je suis juriste dans une association d'éducation permanente à Bruxelles. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir sur les points forts de votre intervention suite au débat sur les biens culturels? Alors, bien sûr, moi j'ai insisté sur le fait que cette histoire devait être beaucoup plus large que simplement celle de la colonisation. C'est-à-dire que lire l'histoire comme ça, c'est ne voir l'homme africain que comme une victime. Or, les gens, surtout issus de la diaspora qui vivent à Bruxelles, ont besoin de se réapproprier de cette histoire et d'être autre chose que des victimes. De montrer qu'en fait, dans cette histoire, ils ont été acteurs et non pas seulement passifs. Et c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ça. Il faut que l'histoire dépasse la binarité entre bourreaux et personnes ayant été spoliées et autres. C'est important et il faut revenir là-dessus, mais notamment dans l'enseignement. Mais aussi apprendre que l'histoire a été beaucoup plus large que celle-là, que les gens ont été inclus de façon active dans cette histoire-là. Notamment lors de la première de la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi. Voilà. Justement, de manière empirique, de manière concrète, comment est-ce qu'on pourrait, si on devait imaginer un deuxième débat sur les biens culturels, comment est-ce qu'on pourrait inclure d'autres voix, justement pour avoir cette pluralité de visions dont vous parlez? Déjà, je pense que énormément de personnes devraient être au courant que ce genre de débat se tienne. Je pense que la publicité est assez bonne, mais peut-être assister dans plus de sphères, différentes sphères,
pour que les gens puissent raconter leur histoire en fait, de dire mais voilà mon identité c'est celle-là, parce qu'une identité c'est vivant. Je suis une personne d'origine, voilà mon exemple à moi, d'origine congolaise à Bruxelles, comment je vis cette identité, surtout maintenant que l'identité est quelque chose qui est, j'ose le dire, tabou et qui relève un peu d'une histoire blessante, d'un conflit de loyauté, etc. C'est de dire comment vous la vivez et comment on peut se réapproprier cette identité-là aujourd'hui en fait. Et je crois que c'est une démarche beaucoup plus positive que celle de simplement parler de devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, il a un sens aujourd'hui. Quel sens il a, quelle symbolique il a pour moi maintenant? Et qu'est-ce que je vais en faire en fait de tout ce passé? Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vais faire de ce passé aujourd'hui pour demain? Je m'appelle Michel Bouffiou, je suis journaliste et je travaille pour l'hebdomadaire Paris Match Belgique. Voilà, alors vous avez été précurseur dans le dossier sur le crâne de Lusinga, la restitution. Il y a eu très peu de remous médiatiques, justement ce qui a créé une certaine frustration. Quelques mois plus tard, on est là aujourd'hui à l'hémicycle. Quels seraient, selon vous, les points qui ont été importants aujourd'hui, qui ont été abordés? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce dossier Lusinga, c'est ça qui est très important, c'est qu'il témoigne de deux aspects très importants de la restitution. Puisque d'une part, ce militaire belge a ramené des objets qui se trouvent au musée de Tervuren actuellement, donc des statuettes qui font partie de ce qu'on appelle les trésors du musée de Tervuren. Et d'autre part, ce militaire a ramené en Belgique des restes humains, c'est-à-dire des crânes, qui se trouvent au musée des sciences naturelles. Crânes de chefs congolais qui eurent la tête tranchée parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'autorité de ce conquistador, entre guillemets, qui était venu sur leur terre. Et donc, ce sont deux enjeux très importants qui méritent chacun des débats parce qu'ils posent énormément de questions sur ce qu'a été l'action coloniale belge, sur notre histoire, et il faut écouter ce que ces restes humains ont à nous raconter, ce que le crâne de Lusinga a à nous raconter, et il faut également ne pas oublier qu'il y a du sang, même s'il a été bien effacé, mais il y a du sang sur les statuettes qui se trouvent, en tout cas sur certaines statuettes qui se trouvent au musée de Tervuren. Vous parliez d'un cours de l'ULB sur l'alternativité, qui est une sorte de nouvelles modalités de comment analyser ces restes humains, comment analyser ces reliquats qui ont été spoliés au Congo. Oui. Est-ce que c'est votre seule réponse sur la restitution ou une des manières de décliner une restitution? Oui, je pense que ce n'est pas une réponse. Il faut savoir que donc il y a deux collections de restes humains, deux collections coloniales de restes humains en Belgique. L'une se trouve au musée des sciences naturelles, c'est 289 crânes, 8 squelettes, 12 fœtus. Et une autre collection qui est l'ancienne collection de la Société d'anthropologie de Bruxelles qui collectait des crânes à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour faire des expériences pseudo-scientifiques, des mesures de crâne pour démontrer la supériorité de la race blanche. Et bien, cette collection-là se trouve aujourd'hui en partie au musée des sciences naturelles et en partie à l'ULB. Et là, c'est une cinquantaine de crânes. Alors, il serait temps que l'ULB s'empare de ce débat, évidemment, que dans ce milieu universitaire, on discute de ces crânes, de ce qu'ils ont à nous raconter sur l'histoire de la Belgique, mais aussi sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de l'université, puisqu'ils ont été amenés là par un prof de l'UNIF. Et donc, aujourd'hui, ce débat n'existe pas. L'histoire de ces crânes n'est pas écrite à l'université et on se sert, on croit pouvoir prendre argument du fait qu'on se sert encore de ces crânes pour donner des cours sur la variabilité, c'est-à-dire des cours qui démontrent exactement l'inverse de ce pourquoi ces crânes avaient été collectés. Donc ils avaient été collectés pour légitimer le racisme de manière scientifique. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont utilisés pour expliquer à des étudiants que le racisme est une ineptie sur le plan scientifique. C'est une réponse, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure. Je pense qu'il y a un débat à avoir sur l'endroit où se trouvent ces crânes. Ne doivent-ils pas retourner de là où ils viennent?
Et tant qu'ils sont là, peut-être qu'ils ont une histoire à nous raconter qui nous concerne tous. Alors, mon nom est Laura Sengiomva, je suis artiste et architecte bruxelloise. Alors, cette rencontre aujourd'hui sur la restitution des biens culturels, en tant qu'artiste et architecte, justement, la symbolique est forte. Qu'est-ce que tu en retiens? Quelle serait ta vision personnelle? Ma vision personnelle, à mon avis, en tant que jeune issue de la diaspora, oui, je me sens un peu comme mission d'être porteuse de cette mémoire collective et de ce pont culturel et de rétablir un peu une sorte de justice. Je suis très heureuse du débat qui a été mené ici par BAMCO. Je sens vraiment la mobilisation qui commence vraiment à prendre une forme encore plus avec porteuse d'impact. Et oui, c'est beaucoup d'optimisme pour moi, malgré la sériosité de ce sujet. Ouais. Alors, beaucoup d'optimisme, malgré quand même une certaine tiédeur, selon toi, de la position de l'African Museum, sur ce côté toujours on donne, mais pas trop, on donne avec des conditions. Oui, par rapport au musée, j'ai même un peu perdu espoir d'avoir un vrai débat décolonial avec eux parce que toutes les structures, tout est fait, il est architecturé de sorte à ce que rien ne change, que le statu quo soit gardé. Et il n'y a pas de place pour le conflit à l'intérieur, alors que c'est justement par le conflit et le manque de confort dans les idées que les choses peuvent bouger. Donc, cette tiédeur-là, je dirais même que c'est un frigo. Et je crois que si j'avais fait fondre ma statue là-bas, elle n'aurait peut-être juste pas fondu en fait. Alors justement, en parlant de ta statue People, qui a été présentée de manière poétique, radicale et éphémère lors de la Nuit Blanche, je dirais que c'était un acte de résistance et de vision politique. C'était une sorte de décolonisation de l'espace public, mais aussi une décolonisation des corps. Est-ce que tu peux en parler un peu plus longuement? Alors, ça s'est passé le 6 octobre à la Nuit Blanche de Bruxelles. C'est un projet que je porte depuis 3 ans, qui a été refusé bien sûr par le Musée de l'Afrique, comme beaucoup le savent aujourd'hui, mais qui a trouvé l'espace idéal et là où, dans le contre-pouvoir total. Et c'était un moment assez magique. Assez hypnotique, je suis encore un peu émue parce que j'ai porté ce projet tellement longtemps et je suis restée près de l'œuvre tellement longtemps que je suis encore un peu en état d'hypnose. Mais les 2800 visiteurs qui sont venus ont été très touchés. J'ai eu des très bons retours et je sens déjà le post-people, donc vraiment mon intention profonde qui était d'ouvrir le débat. Et d'inviter beaucoup plus de citoyens aussi dans ce débat en dehors de l'appartenance ethnique ou que sais-je, ou culturelle ou religieuse. Voilà. Tout le monde a été invité à participer à ce débat comme à se sentir concerné et en ça je pense que le geste a été réussi. Ouais. En tant que citoyen, justement, ce qui est impressionnant, c'est que tu es afro-descendant du Rwanda, qui parle de l'histoire belgo-congolaise avec ce fameux roi bâtisseur Léopold II. Donc tu incarnes quelque part cet exemple de vision plurielle qui devrait toucher l'ensemble des citoyens belges. Oui, je ne suis pas congolaise d'origine, je viens d'une autre ancienne colonie belge, le Rwanda. Il y a encore le Burundi à côté de ça. Et j'incarne, oui, vraiment l'identité diasporique. Je me sens même plus de la diaspora avant que d'être belge ou rwandaise. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu rencontrer le Premier ministre de l'État de la diaspora parce que c'est une identité qui existe vraiment, quoi. Je l'incarne, tu l'incarnes, beaucoup de gens l'incarnent, mais voilà, c'est une identité qui revient avec des revendications politiques propres et voilà, c'est très clair pour moi, mais voilà, que ce soit pour les autres, j'espère. Ouais. Julie de Groot, je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Alors aujourd'hui, ce débat à l'hémicycle sur la restitution des biens culturels, une première en Belgique, à Bruxelles. C'est une ouverture, c'est aussi une co-construction des mémoires collectives. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Alors je pense que c'était vraiment un moment extrêmement fort et qui a co-été organisé entre le Parlement et l'ASBL BAMCO. Très fort parce qu'on a parlé effectivement de l'identité, du respect, mais on a aussi entendu des excuses publiques. On a entendu de la part du directeur de l'Africa Museum, donc le musée de Tervuren,
on a entendu ces mots, que c'était jusqu'à maintenant, pendant 60 ans, la construction d'une histoire raciale. Et donc, entendre ces mots-là, et d'une suprématie, évidemment, qu'on connaît bien, et qui a été confortée après par monsieur le journaliste Bouffiou, sur ces restants humains, où on voit que les restants, évidemment, les crânes étaient utilisés pour montrer la suprématie blanche. Donc ici, dans cet hémicycle, c'est un hémicycle, donc c'est un lieu de décision politique. Dans cet hémicycle, on a entendu des mots qu'on n'a pas encore entendus dans aucun parlement en Belgique. Un, des excuses publiques, c'est-à-dire la reconnaissance d'une mémoire collective. Mémoire n'est collective que si elle est partagée. Et que si donc on a cette reconnaissance, et c'est vers ça, donc c'est à partir de là qu'on peut vraiment avoir un respect, une dignité et surtout une égalité. Parce qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire demain? Tous les députés, on va travailler à une résolution qui reprenne vraiment cette connaissance des faits, mais qui aille plus loin, en disant comment est-ce qu'on peut co-construire tout ce travail sur la restitution des œuvres d'art qui ont été pillées, spoliées, et ce n'est pas que des objets spoliés, c'est la mémoire qui a été spoliée aussi. C'est une mémoire collective qui a été spoliée, pas que des objets. Vous parlez d'enthousiasme en disant qu'il ne suffit pas d'avoir que de l'enthousiasme pour mettre à jour, pour créer cette rencontre. Il y a eu des choses aussi qui ont été confrontantes à l'écoute. Est-ce que ça fait partie du jeu, du débat? Est-ce qu'il peut en ressortir de manière empirique des choses concrètes? Absolument. Absolument. D'abord deux choses. On est le seul parlement belge en fait à ouvrir chaque mois ses portes à la société civile. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que chaque mois, la société civile remplit l'hémicycle, est là, a des choses à dire, et qui a un suivi qui est donné par les collègues. Waouh! Donc ça, quand même, dans ces temps de crise profonde de notre démocratie, ça fait quelque chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est que bien sûr, il y a eu des choses confrontantes qui ont été dites. Hein. On ne parle pas d'une histoire très très ancienne, on parle d'une histoire très récente, très douloureuse, du prix du sang. On parle de cette histoire-là. Et donc, oui, bien entendu, il y a eu des choses confrontantes qui ont été dites. Et moi, je ne veux pas gommer ça. Je n'ai pas envie qu'on dise « Ah, vous savez, colonisation, c'est une histoire ancienne, il faut quand même regarder de l'avant, blablabla. » On n'en est pas encore là, en fait. On est d'abord dans la confrontation de la douleur. On est d'abord là. Et à partir de là, et c'est pour ça que je parle d'excuses publiques et de reconnaissance publique, parce que l'excuse publique, la reconnaissance publique, c'est partir de la douleur, du sang, des pillages, des spoliations, des crânes humains. À partir de là, on peut effectivement construire quelque chose qui soit porteur pour nos générations, de faire cette mémoire collective ensemble, à travers des objets. Donc à travers l'objet, c'est quoi? C'est la culture. Ça, la culture, c'est quoi? C'est l'identité. Et ça, je pense que c'est très très fort. Ouais. Dernière question, en 5 ans, on s'est rencontrés au conseil communal autour de la place Lumumba. Il y a eu le premier débat sur le passé colonial Belgique-Congo. Il y a eu la question des métis et aujourd'hui la restitution des biens. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette évolution, cette prise de conscience, cette sensibilité aussi au sein du Parlement et avec le grand public? Alors, mais pour moi, ça a été un cheminement formidable, vraiment important. Souvent dur d'ailleurs, hein. La place Lumumba, vous le rappelez, moi je me souviens quand même d'une majorité qui a voté à main levée contre la création de la place Lumumba, parce qu'il fallait en fait une place qui représente un Africain plus consensuel. On se demande ce qui est africain et on se demande qu'est-ce qui est plus consensuel quand on parle de Lumumba. Bref. Et donc on voit qu'il y a un vrai combat qui a dû être mené, un vrai combat. Donc place Lumumba, certes, et on voit que ça a été inauguré dans la liesse, donc il y a eu un cheminement, un combat, vraiment de tous les jours, j'allais dire de tous les mois. Et puis on a eu ce jeudi l'hémicycle sur la mémoire coloniale, qui au fond, on se rend compte, on n'y est pas encore. C'est trop vaste. Tout le monde est d'accord pour dire « Ah, on ne prend pas ça bien en compte dans les manuels scolaires, nanana », et puis on en reste là.
Et alors, après, on a travaillé avec les métis des Belgiques, qui ne sont pas donc les métis dans le sens courant du terme, qui sont ces jeunes qui étaient ni noirs ni blancs, qui étaient parqués, je emploie le mot à dessein, dans des orphelinats. L'orphelinat le plus connu était celui de Savé, et ensuite amené en adoption de force en Belgique. Et dont les dossiers, c'est-à-dire aussi personnels, intimes, physiques, etc., se retrouvaient au musée de Tervuren, hein, ça dit bien les choses quand même, des dossiers d'adoption. Hein, et grâce en fait à un jeudi de l'hémicycle qui est parti d'ici, on a fait 5 parlements. Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, là, le ministre Madran, après, a pris la balle au bond pour essayer de recoller les familles arrachées ensemble, le Sénat, la Chambre. Donc, on a vraiment, je pense vraiment que quand on a cette co-construction citoyenne, une vraie participation citoyenne, on arrive, et puis l'unanimité évidemment de l'ensemble des collègues, on arrive vraiment à des résultats très concrets. En tout cas, merci de soutien de la culture. Non, mais merci à vous, vraiment, parce que sans l'associatif, sans les associations, sans ceux qui se battent tous les jours, il n'y aurait rien, en fait, rien du tout. Merci.